Et j'ai maintenant le plaisir de vous annoncer que les lauréats de ce 36e prix Albert Londres audiovisuel sont Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard, qui montent sur scène. Bravo. Comme ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le jury a adoré votre enquête, l'image, la réalisation et surtout le tragique aspect orwellien de ce que raconte ce film, c'est-à-dire notre société sous surveillance et telle qu'elle est en train de devenir. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bah évidemment, c'est un honneur pour nous de recevoir ce prix. Moi, à titre personnel, je suis d'autant plus ému de recevoir à l'agence CAPA parce que j'ai commencé comme stagiaire en faisant les photocopies des formulaires d'inscription au prix Albert Londres. Et évidemment, donc, je vous laisse imaginer ce que je peux ressentir aujourd'hui. Et puis, bah, évidemment, je tenais à remercier chaleureusement Jean-Marie Michel, mon producteur, Arte France, donc Bruno Patino, Fabrice Puchot et puis Rachel Adoul. Et aujourd'hui, nous sommes 2 sur scène, mais ce prix couronne également le travail formidable d'une 3e personne, un chef opérateur qui a tourné l'intégralité de ce film, Christophe Astruc. Christophe, rejoins-nous s'il te plaît. C'est une belle année pour moi. Tout d'abord, je suis très heureux de recevoir ce prix prestigieux avec mes camarades, d'avoir la reconnaissance de mes pairs, mais je suis également heureux d'avoir eu ma fille, qui a aujourd'hui 6 mois. Ma petite Joey, quand tu seras en âge de comprendre, j'espère que tu seras fier de ton papa. J'aimerais que tu te dises que ton papa a essayé, avec ses propres outils, d'alerter, de lutter contre un projet de société liberticide. Un projet de société qui se nourrit de nos peurs. Un monde sous surveillance. Merci. C'était il y a 3 ans. Je découvre ces images tournées par un confrère de la BBC. John Sudworth, c'est son nom, mais les policiers chinois au défi de le retrouver à Guiyang, une ville de 3 millions d'habitants, au moyen de la reconnaissance faciale. Et en à peine 7 minutes, le voilà identifié puis arrêté. 7 petites minutes. Je voulais comprendre pourquoi et comment la Chine était devenue en quelques années l'une des zones les plus surveillées au monde. Ce qui m'intriguait, c'était l'application de ces méthodes en territoire ouïghour. Les Ouïghours, ce sont 11 millions d'hommes et de femmes qui vivent à l'ouest du pays, dans le Xinjiang, une région grande comme 3 fois la France. Ils sont turcophones et de religion musulmane. Depuis les années 50, leur région fait l'objet d'une sinisation intensive. Il y avait 4% de Chinois Han au pays ouïghour. En 1949, ils sont aujourd'hui plus de 40%. C'est ce que le régime chinois appelle joliment l'union des ethnies en une seule famille. À partir de 2009, la lutte contre le terrorisme islamiste sert de prétexte au gouvernement pour intensifier la surveillance. Là-bas, comme dans le reste du monde, la peur est le motif, le prétexte, l'arme pour mettre en place des techniques de plus en plus perfectionnées, qui se déploient partout, tout le temps. Et quand la technologie ne suffit pas,
Le Parti communiste envoie ses cadres passer 1 semaine par mois dans les foyers ouïghours. Des émissaires qu'ils appellent les faux cousins. Cette dictature numérique, moi, c'est de près que je veux la voir. Aller au Xinjiang, la filmer, la surveiller, cette surveillance totale. Évidemment, il est très difficile de se faire accréditer comme journaliste pour enquêter sur les Ouïghours. Alors on a tenté un coup. On a fait une demande pour couvrir pendant 5 jours le salon Big Data, qui est un salon dédié à l'intelligence artificielle. Et puis l'angle qu'on a présenté était très business, sur l'innovation. On a fait la demande non pas au Parti communiste chinois à Pékin, mais à la municipalité de Guiyang, l'autorité locale. C'est à 3000 km d'Urumqi, la capitale ouïghour. Mais on s'est dit qu'une fois sur place, on se débrouillerait. Et ça marche. On obtient un visa de 25 jours. Donc au début de notre voyage, nous prenons quelques petits plans d'illustration, en faisant des interviews avec des chefs d'entreprise chinois, des chargés de communication au discours très verrouillés. Les rushs ne serviront pas. Puis au 7e jour, après avoir filmé un bâtiment du Crédit Social chinois, une voiture noire s'arrête devant nous. Des agents du parti en sortent, nous prennent en photo et nous contrôlent. Alors là, je vous dis, tout y passe. Identité, passeport, téléphone. Nous mentons. Nous prétendons travailler pour Cyril Hanouna, l'animateur d'une célèbre émission de divertissement en France. Bon alors, évidemment, Hanouna, ça ne leur dit pas grand-chose, mais désormais, nous savons que nous sommes tenus à l'œil. Si nous nous déplaçons, 2 voitures nous escortent. Si nous restons à l'hôtel, elles dorment sur le parking. Quand nous rentrons dans nos chambres, qui en sortent? Tiens, encore 3 agents du gouvernement, de mauvais sosies d'OSS 117. Nous pensons quand même parvenir à l'ESME. Nous nous en réjouissons jusque dans l'avion, mais ils sont encore là, dans la rangée derrière nous, la dernière de l'avion. Heureusement, le visa presse nous protège. Nous arrivons enfin au Xinjiang. Rapidement, nous sentons que nous avons changé d'ambiance. Nous montons dans un taxi, le chauffeur, un ouïghour, n'arrête pas de regarder dans son rétroviseur. Il a peur, mais il prend le risque de nous montrer une application sur son téléphone portable. Elle est apparemment obligatoire pour tous les chauffeurs de taxi et elle permet de scanner l'ensemble des données contenues dans l'appareil, d'un simple push. Absolument tout. Ses SMS, son historique de recherche, ses coups de fil, ses photos, tout. Il suffit d'une information sensible, comme une référence au Coran par exemple, pour être inquiété. À Urumqi, tout est surveillé. Ils sont là partout, tout le temps, les hommes du parti, silencieux. Mais parfois ils parlent. Et quand ils parlent, c'est pour menacer. Dans le quartier historique, 3 hommes nous arrêtent. Faites attention, vous n'êtes pas éternel ici. L'un de nos contacts sur place nous montre aussi cette application. Un logiciel de reconnaissance faciale qui permet aux policiers d'identifier avec leur téléphone n'importe quel citoyen. Ils enregistrent aussi à distance, grâce à des micros sophistiqués, installés sur leur voiture, les conversations privées. En marchant dans les rues, nous découvrons ce petit QR code à l'entrée de certaines maisons. En le scannant, les autorités peuvent connaître la composition exacte des foyers ouïghours. Les murs des logis n'en sont plus. On voit à travers. Les hommes sont désormais des codes barres. Les contrôles d'identité ne s'arrêtent plus à l'état civil, mais vont jusqu'à l'ADN. À chaque arrestation, des cheveux, de la salive sont prélevés. Les visages n'ont plus jamais droit à l'anonymat, ni les voix, toutes fichées, toutes détectables. Quant aux consciences, mieux leur vaut se taire, au cas où on les entendrait. Et puis, grâce à Human Rights Watch, nous découvrons aussi cette application, installée sur le téléphone portable des policiers. Elle est reliée en temps réel à une plateforme, l'IGOP, un algorithme qui sélectionne les Ouïghours qui seront envoyés dans des camps. Une sélection faite sur des critères complètement hallucinants. Prêter sa voiture à un ami, sortir par la porte de derrière plutôt que la porte de devant, avoir une consommation d'énergie trop importante, tout peut être suspect. Dans ces camps, les Ouïghours sont torturés, évidemment, endoctrinés pour devenir de bons Chinois. Des témoins évoquent des stérilisations de force. Un matin, après 1 heure de route, nous essayons de filmer les murs de l'un de ces fameux camps. Une voiture nous suit de près. Et nous parvenons à capturer cette image. Elle est furtive, c'est vrai, mais la réalité que l'on sent derrière est terrible. Les outils de surveillance, nous les journalistes, pouvons aussi nous en servir. À partir d'images satellites, nous pouvons ainsi témoigner de la multiplication des centres de détention année après année. Et c'est un drone
qui nous autorise l'accès à ces images terrifiantes, montrant des déportations de plusieurs centaines d'hommes menottés, prêts à aller dans un camp. Aujourd'hui, au Xinjiang, plus d'1 million de Ouïghours seraient détenus dans ces camps. C'est 1/10 de la population totale de cette région. 1 personne sur 10. C'est à eux que revient ce prix.